Donc, je vais passer l'animation de la séquence à Julien Giraud, donc, qui est directeur grand projet stratégique intelligence artificielle, et donc pour ouvrir la séquence relative à la task force et au fonctionnement de la task force. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour remercier les 46 personnes connectées. Donc, on a plusieurs régions, notamment d'outre-mer et des services déconcentrés qui sont avec nous. Donc, avant d'entamer le travail sur la task force, donc, je représente Business France au sein de cette task force, mais je vais appeler mes collègues représentants également de RTE et de la DGE à me rejoindre sur scène. Donc, Adrien Laroche et Rachid Otmani, vous pouvez me rejoindre. Évidemment, vous reviendrez sur le travail qui a été mené par la task force et les actions qui ont été engagées, de même que les enjeux sur le raccordement qui ont pu être lancés dans le cadre de cette task force. Pour Business France, évidemment, nous accompagnons donc les projets d'investissement portés par les entreprises étrangères, et un certain nombre de ces projets ont fait l'objet d'annonces, alors à la fois lors du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, c'est les 109 milliards qui ont été annoncés, et plus récemment lors du sommet Choose France à Versailles, où un certain nombre d'entreprises ont concrétisé les annonces qu'ils avaient effectuées, des entreprises comme Prologis, Digital Realty ou encore MGX. Alors, je reviendrai dans un premier temps sur quels sont les enjeux identifiés pour la filière du numérique française, liés au déploiement de l'ensemble de ces projets. Et ensuite, je reviendrai rapidement sur les forces et les atouts du marché français qui expliquent son attractivité et finalement l'actualité, l'engouement fort qu'il y a aujourd'hui autour de ces nombreux projets qui sont annoncés. Tout d'abord, rappeler rapidement qu'un centre de données, ça vous sera expliqué par la suite par le président de France Data Center, mais rappeler que ça comporte des composants électroniques, de l'informatique, des serveurs qui sont organisés sous forme de baies et de racks, qui permettent bien évidemment d'héberger les données, mais aussi de fournir tout un ensemble de services, et des services qui sont accessibles à distance, ce qu'on appelle communément le cloud. Et donc le développement des centres de données a finalement accompagné la numérisation de l'économie française et les besoins croissants qui existent de la part des entreprises et des ménages. Là-dessus vient s'ajouter l'arrivée de l'intelligence artificielle, et je crois que voilà, la date de novembre 2022 marque un tournant décisif à cet égard avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative lancée par l'entreprise OpenAI et son outil bien connu de ChatGPT. Donc, IA générative permet de générer des contenus innovants sous forme de texte. C'est ce que tout à chacun a pu expérimenter, je pense, mais également ces derniers mois et de plus en plus sous forme d'images, sous forme de son, sous forme même de vidéos. Et donc, on constate qu'il y a un besoin exponentiel qui apparaît. Et le développement des centres de données qui accompagnait déjà la numérisation de l'économie est voué à jouer un rôle prépondérant pour à la fois faire fonctionner les modèles d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'inférence, mais aussi tout simplement entraîner les modèles pour permettre de les perfectionner. Donc, à partir de là, je pense qu'on peut identifier trois grands enjeux pour la filière numérique française. Le premier enjeu, du point de vue des données. On peut considérer que disposer sur le territoire national d'une infrastructure data center déployée permet de limiter le risque d'exposition aux législations d'extraterritorialité de pays tiers. Alors, c'est bien évidemment pas une condition suffisante, mais ça contribue à limiter ce risque de dépendance envers des législations étrangères. Le deuxième enjeu de filière numérique française qui peut être identifié, c'est du point de vue de l'innovation. On le disait précédemment, dès lors que les centres de données jouent un rôle pour l'intelligence artificielle, ils comportent en leur sein des processeurs graphiques qu'on appelle les GPU, et l'addition de ces GPU forme une capacité de calcul qui, dès lors qu'elle est déployée sur le territoire national, permet finalement d'avoir une capacité de calcul à la disposition de l'ensemble de l'écosystème d'innovation. Donc les centres de recherche, les universités ou les startups qui cherchent à déployer de nouveaux produits et services. Donc leur donner accès à cette capacité de calcul à un coût abordable du fait des effets d'échelle, ça participe de l'innovation et de la compétitivité de notre économie. Et puis enfin, troisième et dernier enjeu
pour notre filière identifiée, c'est les cas d'usage dits sensibles. Je pense qu'on peut assez aisément se projeter dans un futur relativement proche en se disant que les services et outils d'intelligence artificielle seront demain utilisés peut-être par l'administration fiscale, peut-être par le ministère de la Défense ou des applications de sécurité, et on comprend dès lors l'intérêt de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur et de maîtriser la fourniture de ces services et ne pas dépendre finalement de services fournis depuis l'extérieur. Voilà, je pense qu'il y a un exemple qui est assez parlant, une analogie forte sur ce point, c'est on peut tout à fait fonctionner, enfin l'économie française peut tout à fait fonctionner en apportant 80% de son énergie, mais on voit tout de suite le danger qu'il y aurait à être dans ce cas de figure. Et c'est un peu la même situation si 80% des données et des services utilisés dans le cadre de cas d'usage dits sensibles à l'intelligence artificielle, on peut comprendre le risque qui existe. Donc, une fois qu'on a dit cela, tous ces éléments expliquent finalement la dynamique très forte de ce marché. Donc, c'est un marché mondial qui est estimé à plus de 350 milliards d'euros avec une croissance à 2 chiffres jusqu'en 2034. Et pour ce qui est de la France, c'est un marché estimé à plus de 9 milliards et une croissance d'environ 6% pour ces prochaines années. Et pour ce qui est du déploiement de ces infrastructures à date, on comptabilise un peu plus de 300 centres de données en France. Alors, 315 sur ce graphique, d'autres études mentionnent 340, mais toujours est-il qu'on est au 6e rang mondial pour le déploiement et au 3e rang européen, derrière l'Allemagne et derrière le Royaume-Uni. Ce qui finalement est très paradoxal, puisqu'on dispose d'atouts et de forces importantes pour marquer l'attractivité de notre marché et accueillir ces nombreux projets. Je reviendrai rapidement sur ces atouts avant de laisser la parole, notamment sur les aspects réseau et task force. Mais premier atout évident, c'est la situation géographique du pays qui est au cœur de l'Europe et donc interconnecté aux câbles sous-marins. Il faut rappeler que Internet et le numérique reposent encore très largement sur une infrastructure physique, donc ce sont les câbles sous-marins, et 99% des données transitent via ces câbles et seulement 1% via le domaine spatial. Et donc la façade atlantique et méditerranéenne de la France permet d'être connectée à 20 câbles sous-marins aujourd'hui, avec plusieurs projets en cours, ce qui fait de la France l'un des pays les mieux connectés de l'Union. Deuxième atout, et ça a été rappelé par le président Duchner, c'est bien évidemment, vous le savez, l'atout énergétique. Donc avoir une énergie qui est à la fois compétitive, mais aussi décarbonée et pilotable, en fait un atout formidable dès lors que les coûts opérationnels des centres de data centers sont essentiellement formés par le prix de l'énergie. Et puis enfin, troisième enjeu, et là on en vient aux enjeux de raccordement bientôt, puisque les fonciers qui sont susceptibles d'accueillir ce type de projet, donc il y a tout un travail qui a été lancé, qui est engagé et sur lequel on reviendra, mais une fois qu'un foncier est identifié et qu'un projet étranger est arrimé sur le territoire national, vient tout de suite la question du délai de raccordement et de quelle est la durée nécessaire qui permet de raccorder au système électrique. L'enjeu pour les projets étant très largement le time to market et d'être en capacité de déployer le plus rapidement possible. Voilà, donc sur cet enjeu de raccordement au réseau électrique, je laisse tout de suite la parole à Rachid Otmani. Merci, bonjour à tous et merci pour ce moment d'échange. Je vais vous donner encore quelques chiffres, histoire de vous faire toucher du doigt le changement d'échelle auquel on fait face. Avant de parler data center, je vais déjà parler d'industrie. Aujourd'hui, on a 140 projets qui ont sécurisé leur droit au raccordement. Ça représente 21 gigawatts. C'est 2 fois plus que ce qui est raccordé aujourd'hui pour l'industrie sur le réseau public de transport. Donc c'est notre premier changement d'échelle qui est assez important. On va s'en féliciter, c'est quand même le reflet de la dynamique qui a été engagée avec des initiatives Choose France, France Relance. Enfin, voilà, c'est quand même une dynamique qu'il faut souligner. Sur la partie data center, les chiffres sont à l'avenant. Aujourd'hui, on a 10 gigawatts de projets qui sont soit pour moitié avec un contrat de raccordement, soit en cours d'instruction. Si on fait le REX sur ces 10 gigas, enfin en tout cas depuis 2016, on a raccordé 8 data centers pour 800 mégawatts seulement. Et aujourd'hui, ces 800 mégawatts consomment seulement 15%. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une certaine décorrélation aujourd'hui entre, on va dire, les puissances demandées et la réalité du projet qui est associé. Ça nous amène à plusieurs choses. Ça nous amène d'une part à considérer qu'on est face à un double risque côté RTE.
risques qui sont antinomiques. Le premier risque, c'est une saturation administrative ou contractuelle. On l'a vu, puisque finalement, l'ensemble des projets aujourd'hui ne consomment pas ou ne vont pas jusqu'au bout. Ça, c'est le premier risque auquel on doit faire face. A contrario, si on est très attentiste et très prudent, c'est de ne pas déclencher les investissements à temps et du coup être en retard. Et on l'a vu, en termes d'attractivité, c'est quelque chose qui est totalement impossible à tenir et à assumer. On a quand même une ambition, il faut être au rendez-vous. Donc pour faire face à ces deux risques, on a tenté de faire, en tout cas ce qu'on veut faire, c'est changer fondamentalement notre stratégie. Le premier objectif, c'est de faire de la planification territoriale. Osons le dire, c'est de la planification territoriale, en lien bien évidemment avec le gouvernement, les ministres et les services, qui vont nous permettre d'anticiper des infrastructures dans des zones qui sont attractives. L'attractivité, on la connaît, on a fait un certain nombre de consultations, mes partenaires à droite et à gauche nous aident aussi à définir ces endroits. Notre objectif, c'est de définir ces zones. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces zones? Un, c'est d'anticiper. On n'attend pas les demandes de raccordement. Ce qu'on souhaite, c'est réaliser des infrastructures en anticipation pour répondre à des futurs besoins. Et deux, c'est mutualiser les infrastructures. Dans l'ancien monde, une demande, une infra. Là, l'idée, c'est de faire de la multiprise dans des endroits pour permettre le raccordement à moindre coût et le plus rapidement possible. On a mis en œuvre cette stratégie dans une dizaine de zones. Aujourd'hui, on a 3 zones ultra prioritaires. C'est des grandes zones industrielles ou portuaires. C'est Le Havre, Fos, Dunkerque. L'idée, c'est en 2029, en tout cas l'objectif dans lequel on est engagé, 2029, la mise à disposition de ces capacités électriques pour plusieurs gigawatts. On a ensuite 7 autres zones qui sont aujourd'hui lancées. Pour ce qui concerne les data centers, vous allez retrouver des zones où il y a une très forte demande, que sont plan de campagne du côté de Marseille et puis le sud de l'Île-de-France. Là, l'objectif pour nous, c'est à partir de 2030, commencer à libérer de la capacité d'accueil pour nous permettre ensuite de répondre aux besoins. Ça, c'est le premier, entre guillemets, axe stratégique sur lequel on est engagé. Le deuxième, c'est refondre le processus de raccordement. Aujourd'hui, c'est premier demandeur, premier servi. Donc potentiellement, il y a embolisation de la file, puisqu'il suffit qu'il y ait un très gros, très lent qui arrive, et puis ceux derrière sont en attente. C'est comme sur le périphérique, c'est ce qu'on souhaite, c'est changer de modèle. Et donc l'idée, c'est de passer du premier demandeur, premier servi au premier prêt, premier servi. C'est-à-dire que quelque part, c'est bien au moment où il y a un engagement de réalisation de l'infrastructure et pas sur les phases, on va dire, de permitting, que finalement, on va allouer la capacité. Donc l'objectif, c'est quelque part avoir cette course et quelque part modifier la symétrie d'information, parce qu'aujourd'hui on n'a pas ces informations, c'est pouvoir bénéficier de cette information supplémentaire pour donner la capacité aux acteurs qui seront les plus près. Troisième axe, vous l'avez vu, on va en parler, c'est notre fameuse offre Fast Track. Donc là, c'est dans certaines zones de pouvoir raccorder très rapidement. On a eu beaucoup de demandes, que ce soit d'acteurs ou de collectivités. Chacun pense que Fast Track, c'est un label, on met un tampon et puis on devient Fast Track. Fast Track, c'est pas ça. Fast Track, c'est la conjonction de 3 minima conditions. Un, c'est un foncier suffisamment grand, disponible et adéquat pour ce type d'industrie. Ça, c'est notre premier sujet. 2, un accueil des collectivités territoriales. Si les territoires ne sont pas volontaires pour accueillir ces éléments-là, on n'y arrivera pas. Et 3, évidemment, c'est le réseau. Et là, c'est finalement le rôle de RTE de cibler, de flécher des zones sur lesquelles on pense, ou en tout cas nos préétudes montrent que ce fast track est possible. Fast track, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire pouvoir raccorder en 3 à 4 ans au lieu de 6 à 7 ans à l'heure actuelle. Comment on fait ça? Je vous l'ai dit, un certain nombre de conditions. La première condition, c'est les sites dits judicieux. Un site judicieux, c'est quoi d'un point de vue électrique? C'est proche d'un réseau 400 costaud, solide. Il faut pouvoir absorber 700 à 1 gigawatt. Donc ça veut dire finalement près du réseau 400 000 volts. Ça, c'est notre premier objectif. 2, un site ou des sites qui sont pas trop loin, c'est-à-dire où la réalisation d'une infrastructure ne va pas nécessiter d'expropriation et ne sera pas sur des zones naturellement protégées, dans lesquelles, là, de toute façon, les délais de réalisation vont être intenables. Ça, c'est notre première condition pour le fast track. Deuxième condition, c'est un engagement financier des clients, un engagement assez important et qui s'engage dès le début. Pourquoi? Parce que ça veut dire que dès le départ, on va commencer à lancer des commandes. Ça, c'est notre premier objectif. Normalement, on a une phase de permitting sur lesquelles on engage plutôt de l'étude, du papier, puis des commandes. Là, l'idée, c'est de tout anticiper pour permettre la réalisation de cette infrastructure et également pour gérer des coûts de congestion, parce qu'il va falloir à un moment quand même renforcer le réseau au-delà du raccordement du client. Et donc, l'idée, c'est de faire contribuer les acteurs via ces incitations financières. Troisième besoin, c'est l'accompagnement de l'État sur la phase de permitting pour accélérer les procédures, que ce soit au niveau local, au niveau national. On a besoin de l'ensemble des forces et de la diligence pour nous permettre d'y arriver. Aujourd'hui, RTE a publié 4 sites fast track.
disponibles, donc un dans la Somme, un dans le Nord et 2 en Seine-et-Marne. Il y a un certain nombre d'autres sites qui sont potentiellement fast-track. On y travaille avec DGE, Business France et d'autres entités. Notre objectif, c'est de réussir ce pari de l'accélération dans ces zones. Voilà ce que je peux vous dire côté raccordement. Bonjour à toutes et tous. Et d'abord, merci beaucoup à Guillaume et Julien pour l'organisation de ce séminaire qui était initialement conçu pour les agences régionales de développement et à laquelle on a eu le plaisir d'inviter aussi les collègues en administration centrale qui s'occupent de sujets de data center et les collègues notamment des DRETS et des DREAL qui sont les services de l'État en région qui sont aussi concernés par le sujet et qui sont nombreux à nous suivre à distance et quelques-uns aussi sur place. Et donc, je les salue. Et donc, vous l'avez entendu, ce sujet des data centers, c'est un sujet à la fois stratégique pour l'économie numérique française et européenne. C'est un sujet d'attractivité, évidemment. C'est aussi un sujet du réseau électrique. Et puis, c'est aussi évidemment un sujet d'aménagement du territoire. Et vous vous posez de nombreuses questions sur l'apport de ces projets pour le tissu numérique local, pour les emplois, pour quelle empreinte écologique de ces projets, quels apports fiscaux aussi. Et donc, ça pose beaucoup de questions. Et c'est pour ça qu'on a eu ce besoin de se mettre en mode task force, avec un cœur de task force qui est donc Business France, RTE et la DGE, et puis qu'on a ensuite élargi, notamment à d'autres administrations centrales, comme par exemple la Direction générale de l'énergie et du climat, ou encore la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, qui évidemment sont au cœur de ces enjeux de l'empreinte énergétique et environnementale des centres de données, pour circuler l'information entre tout ce monde-là, pour vous envoyer de l'information, pour récupérer l'information que vous nous envoyez, la faire remonter. Et donc, ça va de préparer la discussion sur un projet voilà, dans une commune donnée, dans un département, à organiser des tables rondes avec le président de la République et les investisseurs internationaux lors du sommet de l'IA et de Choose France. Et donc, nous, on essaie vraiment d'être le lien entre tout ça et de faire circuler autant que faire se peut toute l'information. Et donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des manques d'informations. On essaie de faire à notre mieux, mais évidemment, on peut toujours faire mieux et partager plus d'informations. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter en la matière. Que fait cette task force? À part faire circuler l'information de manière générale, il y a plusieurs grands champs d'action. Le plus évident auquel on peut penser peut-être, c'est accompagner les projets, mais ça, Business France est déjà évidemment spécialiste du sujet et le fait avec vous très bien. Le fait d'être en mode task force, ça fait qu'on peut aussi mettre sur un pied d'égalité finalement aussi les projets français et les projets internationaux. La DGE se chargeant d'accompagner les projets français là où Business France ne peut pas le faire. Mais bon, les projets, on aurait pu finalement se passer d'une task force. Mais on a vu que ces projets, ils venaient solliciter le réseau électrique vraiment d'une manière très particulière. Et donc, il a été décidé, non pas de les envoyer vers n'importe quel site, mais de travailler avec vous tous collectivement en amont sur les sites pour essayer de dégager des listes de sites, région par région, qui ont l'air pertinents, c'est-à-dire sur lesquels on a vérifié que les principaux enjeux qui nous apparaissent sont à peu près sous contrôle et sur lesquels on vous suggère à vous, les ARD, d'envoyer les porteurs de projets qui vous sollicitent via le cahier des charges dans le processus habituel de Business France avec les COSP. Et donc, ça, c'est la carte entre guillemets V2 qui a été publiée lors de Choose France 2025 il y a quelques jours. Donc voilà, vous voyez qu'il y a désormais 63 sites qu'on a cette fois-ci hiérarchisés finalement par ordre de puissance électrique un peu disponible, potentielle sur ces sites-là. Une dizaine de sites pour des très très grands projets, donc une autre vingtaine pour des projets on va dire de taille intermédiaire et une trentaine de sites aussi pour des projets jusqu'à 50 MW. C'est déjà bien, 50 MW pour un data center, c'est pas le gigawatt annoncé par certains projets, mais ça fait déjà une belle boîte sur le terrain. Donc voilà, il y en a pour tout type de projet.
Et vraiment, nous, on vous invite, quand vous êtes sollicité via les cahiers des charges, à vraiment répondre en vous appuyant sur ces listes qui ont été travaillées du coup en amont avec les services de l'État, avec Business France, puisque a priori, c'est là où il y a une favorabilité du point de vue du réseau, une acceptabilité politique locale. Et puis, ça veut dire aussi, normalement, s'ils sont sur la liste qu'on vous a partagée en les indiquant que c'était propice, que du côté des services déconcentrés de l'État, on n'a pas décelé de problème majeur du point de vue de la séquence éviter, réduire, compenser. Il n'y a a priori pas de problème environnemental majeur sur ce site-là. Sinon, on l'aurait retiré de la liste. Donc voilà, basons-nous collectivement sur cette liste. Évidemment, la liste n'est pas définitive. Et vraiment, la logique qu'on a, c'est qu'elle peut progresser dans chaque région à son rythme d'ailleurs, au rythme où vous arrivez à animer ce travail collectif, cette task force régionale que certains d'entre vous ont déjà mise en place entre la direction régionale de RTE, les équipes Business France locales, le SGAR, l'ADRETS, l'ADREAL, et puis évidemment les agences régionales de développement. Donc ça, c'est une partie importante du travail qu'on a fait ces derniers temps. Et puis, il y a un troisième grand axe de travail qui va être tous les enjeux réglementaires. Donc, pour faire advenir le processus dit fast track, qu'évoquait Rachid Otmani à l'instant, voilà, il y a un certain nombre de vérifications, de verrous réglementaires à lever. Donc, on a réussi à mettre ça en œuvre pour Choose France, avec désormais 4 sites où le Fast Track a officiellement été actif, c'est-à-dire que l'offre Fast Track est disponible à ces 4 sites-là. Et le but, c'est de pouvoir en ajouter, alors dans la mesure évidemment où il y a des sites judicieux qui existent. Mais donc, on continuera à travailler avec vous pour essayer d'identifier et d'ouvrir de nouveaux sites Fast Track. Et j'en profite pour dire que Fast Track, rien à voir avec PINM, qui est un autre outil réglementaire finalement sur lequel on travaille et que beaucoup de projets peuvent mentionner. Donc PINM, qu'est-ce que c'est? PINM, c'est les projets d'importance nationale majeure. C'est un statut qui a été introduit au départ pour les projets industriels dans la loi Industrie verte de 2024, qui permet, si ce statut est accordé à un projet, de venir accélérer certaines choses particulières. Donc ça peut permettre de réordonner le projet dans la file d'attente RTE sur une zone donnée. Ça peut permettre à l'État de prendre la main, en accord avec la collectivité bien sûr, sur la mise en conformité des documents d'urbanisme et le cas échéant sur la délivrance du permis de construire ou du permis d'aménager. Et enfin, ça peut être une justification pour obtenir des dérogations en matière d'espèces protégées. Mais donc c'est vraiment ces choses-là très spécifiques. Et donc si un projet un enjeu de time to market qui est freiné par un de ces points, alors le statut PINM peut être pertinent. En revanche, si ce n'est pas ces points-là qui freinent un projet donné, le statut PINM n'a aucun intérêt pour le projet. Et notre objectif, ce n'est pas du tout d'aller délivrer des PINM comme un label au bon projet, mais au contraire, c'est que PINM puisse venir débloquer des projets qui ne se feraient pas sans PINM, et donc finalement d'en faire le moins possible, parce que justement, grâce à tout ce travail en amont sur les sites et plus largement avec vous, on aura, si tout se passe bien, envoyé les projets vers des bons sites qui du coup ne nécessiteront pas justement d'utiliser PINM. Et donc le statut PINM, qui aujourd'hui est disponible, mais pour l'industrie, son élargissement au centre de données est en cours de discussion dans le projet de loi simplification de la vie économique, qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Alors l'article 15 qui contient cette disposition a été voté, donc avec cette disposition au Sénat et à l'Assemblée. Il y a des petites différences aujourd'hui dans les termes, et donc qui devront être résolues en commission mixte paritaire. Toutefois, on a bon espoir effectivement que, in fine, la loi votée contienne, dans des conditions qui restent exactement à préciser, mais cet élargissement du dispositif PINM pour les centres de données. Et donc à partir de là, évidemment, il faudra prendre un décret en Conseil d'État pour que on puisse complètement opérationnaliser le statut PINM. Et une fois ce décret pris, on pourra effectivement, sur décret ministériel, décerner le statut PINM à certains projets qui en feront la demande. Il y aura toute une phase d'instruction,
qu'on ne peut pas vraiment vous présenter aujourd'hui, justement, puisque la loi n'est pas figée. Mais donc, on travaille là-dessus et ça pourra permettre de faire avancer certains projets voilà, dans un horizon de temps à moyen terme. Et voilà. Et puis, évidemment, il y a potentiellement plein d'autres sujets réglementaires qu'on essaye de traiter au fur et à mesure où on les voit arriver. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous tourner. Alors, soit vers Business France qui nous relaiera, soit les ARD vers les SGAR et les DRET qui ont notre contact et qui remonteront vers nous. Mais en tout cas, voilà, on est aussi à votre service pour voilà, traiter toutes ces questions réglementaires que vous pourriez avoir sur l'implantation des projets de data center. Ouais, merci beaucoup. Donc, je précise que vous pouvez aussi en ligne poser vos questions dans le chat et la régie relira. Peut-être pour faire le lien avec ce que tu as dit sur l'accompagnement des projets, et puis c'est des éléments importants qui vont être ensuite abordés par les différents intervenants, mais les critères clés que l'on demande, nous, aux porteurs de projets et aux investisseurs de nous communiquer, il y a des critères un peu classiques sur les montants d'investissement en CAPEX, de nombre d'emplois directs, indirects, évidemment les superficies recherchées, mais avec l'expérience, on a vu que certaines données finalement étaient incontournables dans l'analyse. Donc on demande aujourd'hui systématiquement les volumes de consommation d'eau et les technologies de refroidissement anticipées. Donc voilà, c'est des premiers critères qui seront utilisés dans l'analyse. Et peut-être que voilà, à la fin de ce séminaire, on identifiera finalement d'autres critères à demander de prime abord pour permettre une analyse la plus fine et pour permettre au territoire de se positionner le plus rapidement possible. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes pour les questions-réponses. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà dans la salle. N'hésitez pas à vous manifester aujourd'hui, enfin maintenant. Et autrement, je laisserai la régie et les questions en ligne prendre. Quelqu'un dans la salle? Oui. Rebonjour. Ça fonctionne, oui. Christelle Rondel dans France Invest. Comment évaluez-vous la souveraineté des données? J'imagine que c'est pour moi. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière votre question. Vous voulez dire en termes de protection des données sensibles ou... Oui, si nous accueillons un investisseur étranger des data centers, la question de souveraineté des données pourrait se poser. Donc, de manière générale, l'hébergement des données puis les services numériques, effectivement, amènent à se poser la question, puis à partir du moment où on sort les données de son organisation, de quelle est la sensibilité de mes données, quel niveau de protection je souhaite y assister, quelles sont les menaces finalement qui posent sur ces données. Ce qu'on a mis en place en France, alors évidemment, il y a tout un tas de menaces cyber d'ordre technique qui peuvent aller du bandit de grand chemin de la cybersécurité à des menaces beaucoup plus structurées portées par des acteurs étatiques ou para-étatiques qui peuvent mener des attaques informatiques très, très puissantes. Et puis aussi, il y a des menaces, par exemple, plus juridiques, et c'est peut-être à ça que vous faites allusion, avec des États qui ont, en dehors de l'Union européenne, qui ont adopté ce qu'on appelle des lois ou des réglementations à portée extraterritoriale qui leur permettent, dans certaines conditions, mais de venir saisir des données, y compris lorsqu'elles sont hébergées sur le sol français ou européen. Et donc la question, quand c'est pertinent de se la poser, évidemment, c'est comment on se protège contre ce genre de menaces. Donc l'analyse qui est faite aujourd'hui par l'ANSSI, c'est que ce risque, c'est un risque de niveau critique ou stratégique. C'est-à-dire qu'avant de se poser la question de ce risque, il faut déjà avoir accompli un certain nombre d'étapes et avoir déjà des données très très bien protégées contre tous les autres risques cyber, puisque c'est un risque qui s'adresse vraiment aux États, aux entreprises critiques, aux administrations. Et donc, si on pense qu'on est concerné par ce risque, la solution qu'on propose en France, en tout cas, c'est celle du cloud de confiance, donc qui se passe sur le label Secnum Cloud de l'ANSSI, et donc qui vient attester que l'offre en question, et c'est une offre en particulier qui est qualifiée par l'ANSSI de Secnum Cloud, que l'offre en question est bien immunisée, ou en tout cas raisonnablement protégée contre ces atteintes extraterritoriales. Donc, ça c'est le cas. Et donc,
par rapport aux grands projets de centres de données qui peuvent venir chez vous, en fait, la majorité de ces projets ne vont a priori pas héberger des données d'une sensibilité, d'une telle criticité qu'il faille se poser cette question de la protection contre les menaces extraterritoriales. Donc, il n'y a pas en fait de préoccupation particulière de ce point de vue-là en matière de souveraineté. Pour autant, le jour où il y a ce genre de données qui cherchent à être hébergées dans des data centers, eh bien, il faut qu'il y ait une offre de data center disponible pour que les acteurs qui ont ces offres qualifiées SecNumCloud puissent trouver des data centers où les héberger. Aujourd'hui, tel qu'est définie la qualification SecNumCloud, rien n'empêche que l'acteur qui fournit l'offre SecNumCloud soit hébergé dans un data center qui soit financé avec des capitaux non européens, pour autant que l'acteur en question prenne correctement ses précautions et mette en place les mesures de sécurité qui vont bien. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de crainte particulière à avoir en matière de souveraineté des données par rapport au projet de centre de données. En revanche, évidemment, si vous êtes une grande collectivité qui se préoccupe des services numériques qu'elle achète, c'est plutôt à ce moment-là qu'il faut se poser la question et qu'il faut faire le tri dans les solutions que les différents fournisseurs peuvent vous offrir. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. On va prendre une autre question dans la salle. Ensuite, on laissera le chat. Oui, bonjour, Thierry Coinclair de la région Grand Est. Actuellement, la France est 3e au niveau européen. Et c'est quoi la trajectoire devenir numéro 1 et au niveau de nombre de projets, qu'est-ce qu'on prochaine 3 ans et 5 ans, qu'est-ce qui est le plan? Première question. Et deuxième question, par rapport au retour qu'on a très souvent de nos territoires, c'est effectivement l'équation entre la consommation foncière d'un data center et la création de valeur ou la création d'emplois. Donc ça, c'est vraiment les questions qu'on a. C'est vraiment la toute première question qu'on reçoit. Peut-être au fil du séminaire cet après-midi, il y aura, moi j'espère en moi, quelques réponses qu'on puisse effectivement fournir et qui sont aussi pertinentes. Merci. Bon, je crois qu'on n'a pas encore fait de projection avec d'objectifs à telle année de devenir au premier rang l'échelon européen, mais l'idée c'est évidemment de faire mieux avec le foncier disponible. Évidemment, les friches industrielles doivent être privilégiées, évidemment, mais le but c'est vraiment de mobiliser tous nos atouts pour occuper le rang qui devrait être celui de la France. En fait, je pense que ce qui devrait nous mobiliser collectivement, c'est de voir que finalement, le deuxième paradoxe, c'est le taux de croissance du marché qui est inférieur en France que celui mondial. Donc, je pense que d'ici l'année prochaine ou les prochains mois, on devrait pouvoir observer, et c'est peut-être l'objectif que la task force doit s'assigner, c'est une rupture de tendance sur les chiffres de croissance et de déploiement au niveau européen pour montrer que, effectivement, à partir du moment où la France s'est fixée comme objectif d'accueillir ces infrastructures stratégiques, on voit une rupture de tendance dans les études économiques et sectorielles. Oui, je pense que je rejoins Julien. Je pense que le nombre de data centers en soi, si vous avez plein de petits data centers, ça peut faire moins de capacité qu'un grand, donc à relativiser, même si sans doute ça reflète quand même une réalité. Et par contre, effectivement, sur le taux de croissance, le but, c'est vraiment de se donner les moyens d'accueillir les centres de données de demain, tournés vers l'intelligence artificielle, dont tous les acteurs nous disent qu'ils ont besoin de les mettre quelque part en Europe. Et d'avoir une vraie force de valeur de la France dans le domaine. Et d'ailleurs, nous, on commence à voir dans nos discussions avec certains États membres un changement de vision de la France. Certains collègues d'autres États membres, certains homologues plutôt d'autres États membres qui nous disent « Ah, mais vous allez avoir de la capacité en puissance de calcul sur l'IA, nous on en aurait besoin pour entraîner des modèles, est-ce qu'on peut faire un partenariat ?» Et donc, à partir du moment où on rentre dans cette dynamique-là,
on devient intéressant pour les autres, donc on peut rentrer dans une discussion fructueuse de collaboration bilatérale ou multilatérale. Et je pense que l'enjeu, c'est vraiment de faire de la France, encore plus qu'aujourd'hui, un territoire du numérique en Europe. Merci. On va laisser peut-être les personnes en ligne, si elles souhaitent s'exprimer. Oui, une question posée en ligne. Dans cette course au data center, faut-il favoriser les investissements français pour protéger nos données ou devons-nous accueillir tout le monde de la même façon? Oui, alors ça rejoint un peu la première question, mais ce n'est pas exactement la même. Je pense s'il y a des investissements français qui souhaitent s'investir dans les centres de données, évidemment, on les accompagnera et on les accompagne aujourd'hui. Et on leur souhaite la meilleure réussite possible. Pour autant, force est de constater aujourd'hui que si on regarde les dizaines, centaines de milliards nécessaires en investissement en matière de centres de données, il n'y en aura qu'une petite partie qui sera française. Et en fait, ce déficit de capacité d'investissement en Europe, il existe dans les centres de données, mais en fait, il existe dans tous les domaines, dans les startups, dans la deep tech, dans l'industrie. Et donc, tant qu'à faire, avoir les investissements étrangers dans les centres de données, qui sont vraiment une couche d'infrastructure, et garder les, finalement, maigres capacités d'investissement européennes pour peut-être des choses plus risquées, plus sur la couche des services ou du développement des technologies, il me semble que c'est plutôt une bonne approche et qu'on ne doit pas du tout s'interdire d'accueillir des investissements étrangers dans l'infrastructure des data centers, puisque ça ne... C'est pas finalement une menace pour notre souveraineté, au contraire, ça fait un apport en capacité sur le marché des data centers, et donc ça veut dire que demain, les fournisseurs de services numériques français, européens, qui chercheront de la capacité, ils auront d'autant plus d'abondance sur le marché des data centers, et donc ce sera d'autant moins un frein à leur développement. Voilà, donc, et je dis ça d'autant plus facilement que il y a une partie de mon temps que je consacre au data center et une autre partie à développer, à soutenir le développement d'une partie de l'offre numérique française en matière de cloud, en matière de calcul quantique, en matière de calcul haute performance. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas de contradiction fondamentale entre les deux.